Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème des nouveautés dans la version Axis VM X4. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2018 avec une belle collaboration et un bon travail avec Axis VM, bien sûr. Je me présente, je suis Gabrielle Muller et je suis aujourd'hui accompagnée par mon collègue, Monsieur Peter Walker, qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser des questions, il suffit d'agrandir l'icône de l'application GoToWebinar. S'ouvre alors une fenêtre et dans la rubrique questions, vous pouvez entrer une question pour nous et mon collègue, Monsieur Walker, vous répondra alors par écrit. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a dans la version X4 et pour cela, nous allons utiliser ce modèle qui est un bâtiment en béton, maçonnerie et une partie en acier. Tout d'abord, une nouveauté de cette version, c'est qu'on a la possibilité d'afficher les coordonnées nodales du bâtiment. Et ça se fait à gauche avec la fonction option d'affichage. On numérote les nœuds et on peut aussi, du coup, afficher les coordonnées nodales. Et depuis cette version, il y a aussi la possibilité d'empêcher le recoupement des annotations pour garantir une meilleure lisibilité. Vous voyez ici, en bas à gauche, si je décoche, le texte se recoupe et rend le modèle peu lisible. Grâce à cette option, je peux garantir une bonne lisibilité de mon modèle. Cette lisibilité s'ajuste en fonction que je zoome ou je dézoome dans mon modèle, afin de garantir toujours de pouvoir lire ce qu'on est en train de voir à l'écran. Une autre fonction dans le registre maillage qui est très utile et qui est aussi nouvelle, c'est la possibilité d'effacer en un clic tout le maillage du bâtiment, si un maillage a été défini bien sûr. Et la grande nouveauté, ce qui rend l'outil vraiment pratique, c'est que ça efface aussi le maillage des éléments non visibles dans le cas où il y a seulement une partie du bâtiment qui est affichée. Par exemple, si j'affiche uniquement l'étage 3, et ici, je vais ici sur les nouvelles fonctions, donc soit effacer le maillage de tous les éléments surfaciques, soit effacer le maillage des éléments linéaires. J'en ai pas ici, j'en ai pas dans ce modèle, c'est pour ça qu'il est en gris. Et ici, avec la petite croix, j'efface tout le maillage. Et vous voyez, il n'y a pas que cet étage-là, mais il y a le maillage de tout le bâtiment qui est effacé. Cette fonction est très utile, au moment où je veux modifier la géométrie pour éviter qu'il y a des choses inattendues qui se passent. J'ai aussi dans le registre géométrie une nouvelle fonction ici à droite, le petit balai qui s'appelle effacer lignes et nœuds non utilisés, que je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser. Tout d'abord, je vous montre les trois fonctions ici qui vont m'aider à la modélisation. La première, c'est pour prolonger ou couper des lignes jusqu'à un certain point d'intersection. Je vais alors, par exemple, prolonger ces deux lignes-là, et elles vont se couper en un point. J'ai l'autre fonction prolonger la ligne jusqu'à la prochaine ligne sur la gauche. Et là, j'utilise je donne ma ligne de référence et je donne la ligne à prolonger. Et finalement, j'ai aussi la fonction ici, couper la ligne jusqu'à la prochaine ligne. Et là, pareil, je choisis ma ligne de référence et après la ligne que je veux couper. Donc, vous voyez, ces fonctions me sont bien utiles pour la modélisation. Je peux aussi, au moment aussi de déplacer les nœuds, j'ai des nouvelles options qui s'ouvrent à moi. Maintenant, ici, je déplace en arrondi. Vous voyez ici. Je peux aussi déplacer en chanfrein et avoir quelque chose comme ça. Avec la petite fonction balai, maintenant, ça va m'effacer toutes les lignes et nœuds non utilisés. Je valide. Il me dit combien d'éléments ont été effacés. OK. Et tout ça, c'est effacé. Grâce à ça, j'efface les nœuds et les lignes qui ne sont pas attribués à un élément structurel. Et ceci peut m'aider pour la génération du maillage parce qu'en effet, parfois,
ces lignes et ces nœuds peuvent engendrer des problèmes lors de la génération de maillage parce qu'elles forcent le maillage à passer par là. J'ai encore une autre nouvelle fonction qui est utile pour l'aide à la modélisation. Ça, c'est si je suis en train de modéliser sur un DXF, que vous voyez ici, que j'ai mis visible. Et avec le modélisateur d'objets, je peux directement dessiner mes murs dessus. Et maintenant, jusqu'à présent, dans la version 13, tous les murs étaient toujours dessinés à l'axe, ce qui voulait dire qu'à chaque fois, il fallait trouver le point du milieu. Maintenant, depuis la version X4, réjouissez-vous, parce qu'on a la possibilité de définir l'axe et on n'a plus besoin de chercher le point du milieu. C'est-à-dire, vous voyez ici, hop. Bon, ici, j'ai pas la bonne épaisseur du mur, mais vous voyez l'idée. Je peux tout simplement suivre mon DXF sans devoir chercher le point du milieu. Ah, c'est le mauvais côté. Hop, je prends l'autre. Vous voyez, il reste dans la plupart des cas, il reste quand même quelques ajustements à faire, notamment ici, relier les deux murs à l'axe. Mais néanmoins, ces trois fonctions-là vont faciliter la vie et accélérer ma modélisation. Maintenant, je vais désactiver la fonction contour d'objet 3D en bas à droite. Et je vais vous présenter les différentes manières de définir une coque. Alors ici, la coque est définie comme normale. Dans la version 13 aussi, je pouvais définir une dalle nervurée et définir les dimensions des nervures en béton, si ma dalle est en béton. Maintenant, depuis la version X4, je peux aussi définir une dalle composite nervurée, béton, acier. Grande nouveauté aussi. Et ici, je peux dire que c'est pas une dalle en béton, c'est une dalle en acier. Et je choisis le profilé, je choisis l'origine, l'excentricité, etc. Et j'ai alors ici, comme vous voyez à gauche sur le petit dessin, des petites poutres qui vont être utilisées comme nervures. J'ai aussi la possibilité de définir des noyaux creux, soit ronds, soit rectangulaires. Et pareil, ici, je vais choisir les dimensions et la direction. Et l'origine, je choisis ces dimensions, je valide. Et en affichant le modèle sous forme rendue, je vais pouvoir me rendre compte à quoi ça correspond en réalité. Vous voyez ici, on a les petits rectangles dedans. Alors, la dernière moyen de définir une coque que je voulais vous montrer, c'est en utilisant une matrice de rigidité personnalisée pour des cas précis, des cas d'études précis. Et là, par exemple, je dois définir ma matrice de rigidité, ici, qui est vide pour l'instant. Je peux ici reprendre la matrice de rigidité d'un élément existant, ce que je vais faire ici, parce que pour avoir une idée, et là, en recliquant sur le petit tableau, je vais pouvoir éditer mes valeurs de ma matrice de rigidité afin d'avoir un domaine qui se comporte d'une manière spécifique. Vous voyez ici, les parties ont été réparties en différentes couleurs. Et chaque couleur correspond à un effet spécifique. Vous trouvez toutes les informations dans le manuel utilisateur. Ici, sous Aide, et après, manuel contenu, F1. Dans la version Axis 13, il était déjà possible de travailler avec un comportement non linéaire de l'acier, non linéaire élastique. Maintenant, il est aussi possible de définir une maçonnerie, un matériau de maçonnerie et du béton non linéaire. Il faut juste ici cocher la fonction propriété non linéaire. Et après, par exemple, ici, confirmer le modèle, entrer les paramètres. Si je valide pas, c'est juste pour vous montrer. Et aussi pour le béton, choisir le type de modèle non linéaire. Donner les paramètres de la loi et c'est tout bon. On peut faire le calcul non linéaire. Et ici, sous modèle, on voit quel type de modèle c'est.
Vous l'avez sûrement remarqué, la plupart des dialogues n'ont pas changé. Globalement, la version X4, elle ressemble à la version 13. On n'est pas déboussolé. Il y a cependant quelques petits dialogues qui ont changé, notamment le dialogue des charges, qui a été un peu réorganisé. Je vais juste effacer ce charge de vent. Vous voyez ici les différentes catégories, les groupes de charges et catégories ont été disposés un peu différemment. J'ai la possibilité directement d'aller chercher les coefficients concomitants dans les normes, dans les livres, en cliquant sur le petit icône ici avec le livre. Ici, par exemple, pour les charges variables, en cliquant sur le livre, je choisis les valeurs concomitantes suivant la catégorie. Vous voyez ici, ça me donne les valeurs et qui vont être reprises ici dans le dialogue. Ce qui est intéressant, notamment les charges de neige, j'ai plus besoin de calculer moi-même. Je donne simplement la hauteur du bâtiment et hop, il me met les valeurs pour les charges de neige sur les bâtiments. Pour ce qui est de charge de vent, il y a aussi eu des nouveautés et un bon travail qui a été fait de la part des développeurs. Je valide ça. Et donc, je vais ici sur la définition du vent. Je donne une valeur de référence pour la pression dynamique et je choisis ma structure exposée au vent. Et par exemple, ici maintenant, le fait d'avoir une sous-structure me permet de définir un type de bâtiment différent. Ici, par exemple, je peux dire que cette sous-structure, elle va être soumise au vent comme un toit incliné, alors que le reste va être soumis comme un bâtiment, un toit plat. Ça, voilà, une belle nouveauté aussi. Et ici, je peux aussi définir tous les paramètres relatifs au vent. Les paramètres généraux et les paramètres aussi pour les sous-structures, justement, exposées au vent. Si je fais une analyse sismique et que j'utilise les méthodes du spectre de réponse, je peux travailler avec une réduction de rigidité. Par exemple, pour des murs, je peux choisir un facteur de réduction 0,85. Et dans ce cas-là, je retrouve ces valeurs que j'ai données pour réduction de la rigidité dans les tableaux. Notamment ici, réduction de rigidité et ce tableau. Je peux l'utiliser comme tous les autres tableaux dans les tableaux. Comme tous les autres tableaux, je peux l'utiliser soit exporter en tableau Excel ou le rajouter au rapport. Et j'ai documenté les réductions de rigidité pour mon analyse spectrale. On reste dans le domaine du sismique. Qui dit sismique avec une analyse de spectre de réponse dit analyse oscillatoire. Ici, au moment de lancer l'analyse oscillatoire, j'ai la possibilité de choisir encore des options en plus par rapport à la version 13. Notamment ici, je peux choisir d'utiliser une rigidité d'appui augmentée. Ça sert à ce que le bâtiment il oscille pas comme un oscillateur simple et ne se comporte pas comme un corps rigide, et pour pouvoir avoir une vraie analyse oscillatoire et voir comment le bâtiment répondrait à des sollicitations du sol. Ici, vous voyez, je peux encore choisir à partir de où les masses sont tenues en compte. Cette première option, ça veut dire que toutes les masses sont tenues en compte, ça correspond à ce qui se passait en Axis VM13. Et là, par exemple, je définis ma zone d'encastrement, en fait, soit au-dessus d'une hauteur Z que je lui donne, soit au-dessus d'un étage sélectionné. Et lui, il va alors négliger les charges qui sont en dessous de cette zone d'encastrement. Lui, il va faire à l'interne cette séparation des cas de charges qu'on faisait avant à la main. Pardon. Donc voilà, moi je vais m'épargner ce travail de séparer les cas de charge et je vais utiliser cette fonction de lui dire que la zone d'encastrement se situe au-dessus du rez-de-chaussée. Je valide ici. Pour économiser du temps, je vais tout de suite vous montrer les résultats sur le modèle calculé en préalable. Voilà, l'analyse oscillation. Voilà, que j'ai déjà faite auparavant. Et dans le tableau, ici, vous voyez alors que la représentation a un petit peu changé. Tout d'abord, pour chaque direction que j'ai utilisée pour mon analyse oscillatoire,
axis me montre la valeur avec la participation modale la plus grande, la plus élevée. Vous voyez ici pour chaque direction. Ici, c'est le mode 2, mode 1, et pour le Z, c'est le mode 3. Ici, maintenant, j'ai aussi la possibilité pour tous les tableaux de choisir comment je veux trier les colonnes. Donc pour cela, il suffit de cliquer. Vous voyez, quelque chose s'est passé. Avec un clic droit, je lui dis commencer par la plus petite valeur, par la plus grande. Ou ne pas trier. Et je ne vais pas me trier les fréquences. Ça fait pas beaucoup de sens ici. On commence par la plus petite valeur. Ou par la plus grande valeur. Voilà, exactement. Mais ces fonctions de tri, vous les retrouverez toutes avec un clic droit. Vous avez la possibilité de trier vos colonnes d'une manière qui vous convient le mieux. Une autre nouvelle option de représentation qui a été ajoutée dans la version X4 et qui est très utile, c'est ici, vous voyez, pour chaque direction, on a les sommes cumulées des facteurs de masse modale. Et on voit en fait directement à partir de quand on a atteint les 90%. Donc ici, on voit, c'est le critique, c'est le X. Et on voit qu'à partir d'ici, à partir du mode 21, on a atteint les 90%. Du coup, on peut en fait désactiver tous les autres modes et on sait qu'on peut s'arrêter à 21 modes. Voilà, ce qui est très confortable aussi, cette petite astuce. Voilà. Alors maintenant encore, on reste encore dans la représentation et je vais vous montrer des nouveautés qui ont été faites pour la représentation des résultats, notamment dans les éléments linéaires. Ici, en affichant effort interne dans la poutre MY, là maintenant j'affiche le diagramme. Je peux maintenant aussi utiliser le diagramme plein et je vois ici qu'il m'affiche le diagramme avec la légende ici qui me donnait à droite. Je vais afficher le critique maximum pour avoir uniquement une seule valeur ou le critique minimum. Et pareil ici, je peux ajouter les annotations en bas à droite. Écrire valeur vers ligne, surface. Et pareil ici, pareil comme les coordonnées nodales, je peux choisir si oui ou non je veux empêcher les recoupements d'annotation. Si je dis non, vous voyez que les valeurs, elles s'entrecoupent un petit peu. Du coup, pour garantir la lisibilité, je vous conseille de garder ça. Un bon travail aussi a été fait pour les fonctions de la poutre virtuelle. Poutre virtuelle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on utilise cette fonction. Ici à gauche, vous voyez l'icône a changé, l'icône de la poutre virtuelle. Je clique dessus. Et je vais définir une nouvelle poutre virtuelle que j'appelle A. Et je vais sélectionner ces 3 domaines. Ici, maintenant, je peux donner l'axe de réduction, que j'aurai encore la possibilité de choisir après. Et alors, ici, j'ai le dialogue qui s'ouvre. Et vous voyez encore les propriétés qu'on peut choisir en plus. Donc les références, l'axe de réduction, ce que je vous disais, qui peut être pratique pour les ponts, notamment. Je peux introduire une excentricité et je peux introduire aussi une section transversale de ma poutre virtuelle et cette fonction sera utile, vous verrez par la suite, pour les efforts internes dans cette poutre virtuelle. Donc voilà, là c'est un bon progrès avec la version X4. Et ici, maintenant je peux afficher mes résultats dans cette poutre virtuelle sans recalculer mon modèle, ça c'était comme avant. Effort interne de la poutre virtuelle, MY, critique maximum. Et voilà, vous voyez, j'ai représenté ici la poutre virtuelle, de nouveau ici avec cette fonction diagramme plein, qui me plaît bien. Aussi ici, depuis la version X4, je peux afficher mes résultats de toute la poutre virtuelle en cliquant simplement sur cette poutre virtuelle.
du coup, les résultats, les efforts internes de la section transversale s'affichent. C'est similaire à ce qui a été fait pour les poutres tout à l'heure, qui a été pour les poutres depuis toujours, enfin, entre guillemets. Et aussi, je peux maintenant montrer les déformations de la poutre virtuelle. Et pareil, en cliquant dessus, j'affiche les résultats. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le faire. Ah bah voilà. Donc là, ce n'est pas représentatif. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à me montrer. Bon. En tout cas, sachez que ça marche. Une autre fonction qui a été rajoutée dans la version X4, c'est de pouvoir déterminer la déformation relative des dalles pour pouvoir directement faire la vérification à l'ELS et voir si les déformations satisfont les critères de déformation. Pour vous montrer ça, j'affiche EZ. J'affiche uniquement la dalle du haut avec en ISO surface 2D. Voilà. Ici, maintenant, j'ai la fonction ici à droite, déplacement relatif. Pour cela, je définis quel type de nœuds sont appuyés, donc quels nœuds auront une déformation de 0. Donc, soit c'est automatique, soit on sélectionne les nœuds et je choisis mon domaine. Je ne vais pas le faire ici parce que ça prend du temps. Du coup, je vous montre déjà ce que j'ai préparé. Et voilà, j'ai alors la déformation relative de ma dalle à droite. Et à gauche, j'ai la déformation globale en EZ. Vous voyez, la légende, c'est la même. À droite, on a la déformation relative EREL qui se retrouve dans déplacement EREL. Et à gauche, c'est EZ, la déformation globale de la dalle. Je vais fermer. Et je vais afficher de nouveau le modèle en entier. Pour ce qui est du dimensionnement des colonnes en béton armé, notamment des poteaux, il y a une nouvelle fonction, une nouvelle petite fonctionnalité qui se sont rajoutées que j'aimerais vous montrer. Si dans étude BA, je vais ici sous dimensionnement armature du poteau, je sélectionne un poteau en béton armé. Et j'ai alors maintenant, ici dans les paramètres de flambement, des paramètres qui se sont rajoutés. Je peux par exemple choisir uniquement de considérer les imperfections locales. Et deuxièmement, je peux choisir comment je veux considérer les excentricités de second ordre. Je vais annuler. Annuler. Pour ce qui est des dimensionnements en acier, il y a aussi des nouvelles fonctions qui sont disponibles maintenant. Pour cela, je vais sous dimensionnement en acier et je vais cliquer ici sur un élément en acier. Ah, oui. Ok, validé. Et vous voyez ici qu'il y a un nouveau registre ELS, état limite de service. Et là, je peux entrer les informations pour la flèche admissible et aussi pour le déplacement horizontal admissible. J'entre ici mes paramètres. Et en validant, après, ici, je peux maintenant afficher dans les résultats les états limites, les taux d'exploitation ELS et ELU pour mes éléments à dimensionner. Donc, vous voyez ici 0, 6, 3, 5. Ici, les taux d'exploitation ELU. Et après, j'ai le taux d'exploitation critique qui m'est donné. Grande nouveauté aussi pour les gens qui travaillent beaucoup avec l'acier. Ces mêmes fonctionnalités sont disponibles pour les éléments en bois. Je ne vais pas le montrer ici, mais sachez que c'est les mêmes modifications, les mêmes ajustements qui ont été faits. Une grande nouveauté aussi du programme maintenant X4, de la version X4,
c'est la possibilité de dimensionner au feu, d'inclure l'effet d'incendie. Pour cela, je vais vous retourner dans l'autre modèle qui n'a pas encore été calculé. Vous avez peut-être vu ce cas de charge, je peux ajouter un nouveau cas de charge de feu, ici. Donc un nouveau groupe qui se crée automatiquement, feu. Et comme pour la charge de vent et la charge de neige, une fois que je sélectionne ce cas de charge, j'ai la possibilité ici avec l'icône feu de définir l'incendie. Pour l'instant, les effets d'incendie sont possibles uniquement sur les éléments en acier. Donc je choisis les éléments en acier. Tous les autres éléments ne seront pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas implémentés dans le code. Ici, je choisis ma structure en acier, je valide. Je choisis ma courbe d'incendie avec les paramètres de distribution de température, température d'acier, exposition au feu. J'ai plusieurs courbes ici que je peux choisir, la courbe d'hydrocarbone et aussi la courbe paramétrée. Si je veux entrer les paramètres, ici on voit la norme avec laquelle on est en train de calculer. Je vais rester avec ISO et en validant, je vois ici que au niveau de la représentation, c'est affiché en une représentation différente, ce qui montre que mon cas de charge feu a bien été défini sur ces éléments-là. Je retourne dans mon modèle calculé et j'aimerais vous montrer que au niveau, dans la rubrique dimensionnement en acier, ici pareil, hein, au moment de choisir l'élément à dimensionner et d'entrer les paramètres pour le dimensionnement, vous verrez le petit icône ici en haut à droite, feu. Et en cliquant là-dessus, je peux choisir mes coefficients de flambage pour le cas de charge incendie et les coefficients de flambement pour la flexion. Ici, vous voyez, on choisit le système statique en fonction du coefficient, enfin pour avoir le coefficient de flambement donné. Un nouveau module aussi, vous l'avez peut-être vu passer tout à l'heure, c'est le petit bonhomme ici. Le petit bonhomme ici, qu'on appelle analyse de fréquence de pas de piéton, qu'on a traduit depuis l'anglais. Ça s'appelle Footfall Analysis. Cette analyse permet de calculer l'influence des fréquences induites par les piétons qui se déplacent sur la structure. Et ça, c'est important notamment pour les dalles et les systèmes légers. En cliquant là-dessus, vous voyez, il y a 2 méthodes de dimensionnement qui sont disponibles. C'est une analyse qui n'est pas faite par beaucoup de personnes. C'est une analyse spécifique aux besoins. Donc ici, le petit bonhomme. Et il y a aussi un guide ici, manuel FFA. C'est un guide qui décrit toute la théorie qui est derrière cette Footfall Analysis, l'analyse de fréquence de pas, qui donne tous les principes théoriques et également un exemple d'explication. Donc pour tous ceux qui sont encore en train d'hésiter, si ça vaut le coup, la documentation est disponible. Cette analyse de fréquence de pas, elle donne un facteur de réponse oscillatoire comme résultat. Et ce facteur R total, je vais vous montrer, donne une indication sur le niveau de confort dans le bâtiment où on est. Typiquement, pour les bâtiments d'habitation, ce facteur devrait être entre 2 et 4. On voit par exemple ici les zones rouges sont plus que 4. Donc ici, il faudrait faire des ajustements pour augmenter le confort des piétons. Toutes les parties en bleu sont plus petites. Mais en tout cas, vous voyez ici la légende. Voici le résultat de l'analyse de la Footfall Analysis. C'est pour toutes les dalles. On le voit ici. Hein. Pour toutes les dalles, on voit, on a le facteur de réponse oscillatoire. Maintenant, pour finir, j'aimerais vous présenter encore 3 applications qu'on a créées qui sont nouvelles avec la version X4. La première est la génération automatique de poutres virtuelles et les segments de section. Cette application permet de générer en quelques clics automatiquement des segments de section et des poutres virtuelles dans les éléments murs de mon bâtiment et également de poser des segments de section dans les dalles de mon bâtiment. Je vous fais un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, se trouve sous Plugins, poutre virtuelle, segment de section. Ah, il me dit qu'il y a un autre modèle qui est ouvert, je vais fermer l'autre. Comme ça, il va être content.
Donc ici, par exemple, pour les dalles, je peux poser des segments de section tout autour de ma dalle. Ici, je vais dire, je vais choisir uniquement une dalle hein, pour vous montrer. Et je vais dire lancer, hop, oui, enregistrer le modèle. Et voilà, j'ai les segments de section qui m'ont été créés ici en haut. Maintenant, si j'observe les efforts internes surfaciques, NY par exemple, et ici sur ligne de section, je vais avoir, voilà, mes efforts normaux pour tour de la dalle. C'est vrai que pour le dimensionnement de la dalle, on aurait plutôt tendance à garder l'effort tranchant pour dimensionner l'armature de liaison. Voilà, ici vous voyez l'effort tranchant au pourtour de la dalle. Bien sûr, c'est possible de faire ça sur toutes les dalles ou seulement sur une partie donnée. Une autre possibilité, donc ici c'est le registre dalle. Dans le registre mur, j'ai la possibilité de poser sur les segments de section dans tous mes murs et donc économiser du temps, ce qui m'aide pour mon dimensionnement. Donc voilà, pareil, ici je vais sélectionner uniquement un mur pour vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, ici, il m'a posé un segment de section ici en bas à 30 cm de mon mur. Ah pardon, à 15 cm du bas de mon mur. Pareil, hein, pour lire les efforts internes et pour me faciliter mon dimensionnement. Notre registre très utile, les poutres virtuelles. Là, pareil, je peux dire de définir des poutres virtuelles dans tout mon bâtiment pour me faciliter la lecture des efforts internes. Pardon, je peux dire des murs regroupés automatiquement. Là, je vais dire tous les murs et c'est parti. Je vais attendre quelques secondes et il me pose les poutres virtuelles dans les murs, ce qui va me permettre de bien suivre la descente de charge. Donc voilà, vous avez vu ici, il a mis les poutres virtuelles dans tout le bâtiment. Au besoin, je peux bien sûr réajuster la définition de chaque poutre virtuelle ou aussi ajuster le regroupement. Le regroupement des poutres virtuelles. Ça c'est pour ce qui est de notre super application SEV, poutre virtuelle et segments de section, qui est toute neuve. On a encore d'autres applications qu'on a développées. La première, c'est pour décomposer un modèle 3D, un modèle 3D en modèle 2D. Donc on part d'un modèle comme ça en 3D et on crée l'application en quelques clics. Elle exporte plusieurs modèles 2D. Donc elle va créer, à partir ici de ces 4 étages, elle va créer 4 modèles 2D. On a aussi une nouvelle application qui s'appelle transfert de charge pour les modèles 2D. Donc là, on va pouvoir lire en fait pour chaque modèle 2D les réactions d'appui et les transmettre comme charge sous l'étage d'en dessous. Et là, cette application-là, elle fonctionne en mode export et en mode importation. On peut exporter des charges et les réimporter pour l'étage d'en dessous. Très pratique aussi. Après, il y a le contraire de l'autre. On peut combiner des modèles 2D en un seul modèle 3D. Vous voyez ici déjà à quoi ça ressemble. On a 4 étages qui sont des modèles en 2D qu'on combine et hop, Axis, il combine tout ça en un grand modèle. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de travailler avec la version X4. En tout cas, nous, on est très contents ici de travailler avec ça, avec ces nouvelles fonctionnalités qui sont très agréables. Bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions, si vous avez des soucis, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite déjà maintenant à notre prochain webinaire qui sera sur le thème du dimensionnement parasismique. Ça sera une approche, on présentera l'approche globale
du dimensionnement parasismique dans Axis VM. Ce sera la première partie, il y en aura 2. Et ce webinaire aura lieu le lundi 26 février à 14h15 et vous pourrez vous inscrire en temps voulu sur notre site internet. Je vous souhaite une belle journée, merci pour votre participation et à la prochaine. Au revoir.